Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à cette actualité africaine d'aujourd'hui, du lundi, le 8 décembre 2025. Et on commence avec les élections législatives. Alors, les élections de la Chambre des députés ont commencé ce lundi à l'étranger dans les circonscriptions annulées de la première phase des législatives par décision de la Cour administrative suprême. Elle concerne 30 circonscriptions réparties dans 10 gouvernorats. Le vote en Égypte aura lieu mercredi et jeudi. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Wael Fouad, professeur à l'université de Ain Shams, qui va nous jeter la lumière sur les législatives 2025. Bonjour, Dr Wael Fouad, bienvenue. Dr Wael Fouad, vous m'entendez? Dr Wael Fouad? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Dr Wael Fouad. Eh bien, tout d'abord, quelles sont les principales caractéristiques on peut dire, de la deuxième phase des élections pour les expatriés égyptiens? Ils ont essayé de participer comme la première fois. Ils ont tenu à exprimer leur propre opinion. Ils n'ont pas dit que, ou bien ils n'ont pas pu se retirer. C'est un devoir, c'est l'exercice de leur propre droit. C'est l'application des droits de l'homme en tant qu'Égyptien, et l'État a tenu à favoriser et à faciliter cette expression de l'opinion. Oui. Alors, selon vous, Dr Wael Fouad, quelle est la différence entre la première phase et la deuxième phase de la Chambre des députés 2025, les législatives? C'est presque la même chose. Il n'y a pas. L'important à souligner, c'est que les Égyptiens à l'étranger ont continué à exprimer et à voter et à choisir, parce que l'État tient toujours à respecter leur propre opinion. Selon vous, comment voyez-vous plutôt l'importance de la participation des Égyptiens à l'étranger à ces élections de la Chambre des députés qui se trouvent en Égypte? Alors, quelle est l'importance de leur vote à l'étranger? Il affirme que l'État égyptien compte beaucoup pour eux. Ils n'ont pas perdu leur propre amour pour la patrie. Leur vie à l'étranger n'a pas pu effacer l'image de l'Égypte de leur propre pensée. Donc c'est l'amour de la patrie d'un côté, oui, et l'importance aussi de donner une image importante pour le monde entier sur la scène internationale et politique. Quels sont les préparatifs, ou plutôt comment voyez-vous les préparatifs et la coordination entre l'autorité nationale des élections et le ministère des Affaires étrangères pour le bon déroulement des législatives 2025 à l'étranger? Pour plus de précision, c'est-à-dire il y a les consulats égyptiens dans le monde entier. Oui. Il y a des juges de l'autorité nationale des élections qui ont formé les consuls et les ambassadeurs à l'étranger pour leur aider à les remplacer d'une manière totalement correcte et c'est-à-dire suivant les mesures appliquées par un juge de l'autorité nationale des élections. Donc, ils ont aussi, l'autorité nationale a facilité la connexion via Internet dans le monde, dans les pays concernés. Ils ont révisé aussi les listes des personnes du corps électoral et des électeurs, et aussi des personnes qui vont assumer le rôle de représentant du peuple. Donc c'est comme si les élections à l'étranger passent en Égypte, au Caire, c'est-à-dire sans aucune
infraction des lois ou bien des mesures nécessaires pour faciliter le vote et par le corps électoral. Mhm. On a vu comment les Égyptiens à l'étranger votent malgré, on peut dire, le froid, le temps qui est un peu glacial parfois dans plusieurs pays, notamment européens. Comment voyez-vous, on peut dire que les Égyptiens tiennent à voter à l'étranger. Comment voyez-vous cet attachement envers la patrie? C'est comme vous venez de dire, c'est un attachement pour eux. On n'oublie pas notre pays natal. On est à l'étranger pour travailler et pour produire, pour augmenter le produit national du pays. Il y a aussi, pour certains parmi eux vivent à l'étranger pour faire partie des entreprises égyptiennes ou bien des projets établis par des entreprises égyptiennes. Donc, c'est une période à passer et on revient à notre patrie. Donc, il n'y a pas de problème. Ils se sentent connectés toujours en Égypte. Ils suivent les différents événements socio-économiques et politiques à travers la scène ou bien les chaînes égyptiennes, surtout Nile TV. Donc, ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas déconnectés. Ils trouvent que c'est très nécessaire d'exprimer l'opinion personnelle et affirmer leur présence et leur poids vis-à-vis du reste du peuple égyptien. Et nous devons saluer leur rôle à augmenter les devises étrangères et leur insistance à utiliser selon les mesures prises par la Banque centrale de transférer la devise forte. Oui. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Wael Fouad, professeur à l'Université de Ain Shams, pour ces informations concernant les législatives 2025 qui vont commencer une autre fois à l'étranger. Et on enchaîne avec un troisième sujet important, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a participé à la conférence annuelle des représentants des bureaux régionaux et nationaux de l'organisation de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On enchaîne avec un autre sujet, c'est l'Union africaine qui condamne les frappes de drones ayant tué des dizaines de civils au Soudan. Voyons ensemble ce commentaire. L'initiative du bassin du Nil est une plateforme globale qui rassemble les pays du bassin du Nil dans un esprit d'unité, d'engagement commun et de coopération. Le ministre de l'Irrigation, Hennis Willem, a affirmé que le rôle exceptionnel de cette initiative nous engage à la préserver en se basant sur ses principes fondateurs, à savoir l'inclusivité, le consensus, la confiance et les bénéfices mutuels. Il a souligné l'importance de consolider les acquis obtenus au fil des années grâce au travail conjoint des pays du bassin. Il a rappelé que plusieurs programmes régionaux ont permis de renforcer la planification hydrique, d'améliorer la gestion des ressources partagées et de développer des solutions innovantes face aux défis climatiques croissants. Hennis Willem a également mis en avant le rôle essentiel de la coopération technique dans l'harmonisation des politiques de l'eau, notamment par la modernisation des systèmes d'irrigation, l'amélioration des capacités de stockage et la promotion d'une exploitation plus durable des ressources hydriques. Ces actions contribuent à renforcer la sécurité hydrique, à soutenir la production agricole et à améliorer la qualité de vie des populations riveraines du Nil.
Le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre une collaboration active et constructive avec les pays du bassin en partageant son expertise, en participant à des programmes de formation spécialisés et en soutenant les efforts visant à attirer davantage de financements internationaux pour les projets communs. Il a également salué les résultats obtenus dans le cadre des programmes de développement du bassin du Nil méridional qui ont permis d'approuver un ensemble de projets structurants destinés à répondre aux besoins en eau, à renforcer les infrastructures locales et à encourager une gestion plus intégrée des ressources hydriques. Enfin, le ministre a insisté sur l'importance de maintenir un dialogue ouvert et continu entre les pays du bassin, estimant que cette dynamique collective constitue la clé d'un avenir durable. Il a exprimé sa conviction que la coopération régionale reste le meilleur moyen de préserver la richesse du fleuve, de soutenir la croissance socio-économique et de garantir un développement équilibré et bénéfique pour l'ensemble des pays du bassin du Nil. C'était donc un commentaire concernant la participation de l'Égypte à la 33e réunion du Conseil des ministres de l'eau des pays du bassin du Nil à Bujumbura au Burundi. Et on enchaîne avec un autre sujet. Alors, l'Union africaine qui a fermement condamné les frappes de drones paramilitaires qui ont tué des dizaines de personnes, dont des enfants, dans le sud du Soudan, dénonçant les atrocités répétées et croissantes commises contre les civils. Un commentaire de Salih Hamd. Le chef de l'unité administrative de Kalogui a déclaré que l'attaque perpétrée à cette ville, contrôlée par l'armée soudanaise, a consisté en 3 frappes. D'abord une école maternelle, puis un hôpital et une 3e fois, alors que des habitants tentaient de secourir les enfants. Il a imputé l'assaut aux paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre avec l'armée depuis 2023 et à leur allié le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz Al-Helou, qui contrôle une grande partie du Kordofan du Sud et des portions de l'État du Nil bleu. Depuis avril 2023, l'armée et les FSR s'affrontent dans un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et près de 12 millions de déplacés. La vérification indépendante des informations au Kordofan demeure difficile en raison de communications irrégulières, d'un accès restreint et d'une insécurité persistante. Dans un communiqué publié, le président de l'Union africaine s'est dit consterné par les atrocités répétées et croissantes commises contre les civils dans la région. Il a ajouté condamner avec la plus grande fermeté les attaques horribles qui auraient eu lieu à Kalogui, qui aurait fait plus de 100 victimes civiles, dont des dizaines de femmes et d'enfants dans une école maternelle. Dans un communiqué, il a ajouté être profondément préoccupé par les informations faisant état de bombardements aériens continus, d'attaques de drones et d'assauts contre des infrastructures civiles vitales, notamment des hôpitaux et des écoles. Le président de l'Union africaine a également appelé à un cessez-le-feu immédiat et insisté sur la nécessité d'un accès humanitaire sans entrave. Le gouvernement béninois a déclaré que la tentative de coup d'État survenue hier dimanche à Cotonou avait été mise en échec après que des soldats ont annoncé à la télévision publique d'émettre le président Patrice Talon de ses fonctions. Le président béninois Patrice Talon, en sécurité selon son entourage, doit passer la main en avril prochain lors d'un scrutin présidentiel après 2 mandats à la tête de ce petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest à la croissance économique solide, mais miné par des violences terroristes dans sa partie nord. Le Maroc a signé 3 accords majeurs à Dakhla pour développer de nouvelles zones logistiques et commerciales dans la région de Dakhla Ouest et Dahab en présence des ministres
des ministres des Transports et de l'Industrie. Le ministère marocain des Transports et celui de l'Industrie ont officialisé à Dakhla la conclusion de 3 conventions destinées à accélérer la modernisation logistique des provinces du sud du Maroc. De compétitivité logistique et dans le programme national des zones logistiques. Le premier accord porte sur la création d'une zone d'activité économique et logistique à Arkoub sur 20 hectares, nécessitant un investissement de près de 134 millions de dirhams. Cette plateforme doit offrir des services intégrés de transport, de stockage et de manutention afin de réduire les coûts logistiques et de stimuler l'activité économique locale. Un second accord concerne le lancement de la première phase du pôle routier de Kerkrat, prévu sur un site de 2 hectares à Birkandouz, avec pour objectif d'améliorer la sécurité routière, l'organisation du trafic et les conditions de travail des professionnels du transport. Le troisième accord vise la réalisation d'une zone commerciale et de distribution à Gergerat, composante du programme contractuel de développement intégré de Dakhla et de Dahab. Le projet doit renforcer le commerce extérieur via des infrastructures modernes et des espaces dédiés aux échanges, mobilisant l'expertise de l'Agence marocaine pour le développement logistique dans le cadre de futurs partenariats public-privé. Cette zone accompagnera l'intensification des flux avec l'Afrique de l'Ouest, dont Gergerat constitue le principal point de passage. Ces projets s'inscrivent dans la vision royale visant à faire de Dakhla un pôle économique africain émergent et ces initiatives forment un ensemble cohérent articulé autour des grands chantiers régionaux, notamment le port atlantique de Dakhla, dont la construction doit repositionner la région comme interface stratégique entre le Maroc, l'Afrique de l'Ouest et les marchés internationaux. Les autorités rappellent que les grands projets structurants de la région ont considérablement renforcé l'attractivité de la région. Ces investissements sont régulièrement salués par plusieurs partenaires internationaux et diplomatiques. Plus de 25 pays y ont ouvert des consulats à Dakhla et Laayoune au cours des 3 dernières années. Mesdames et messieurs, fin de cette actualité africaine, mais restez avec nous sur Nile TV International avec Mahis Siravia et la transmission en langue anglaise. Et la transmission en langue française reprend à 18h locale. Merci et bonne journée. Au revoir.